Eh bien voilà, bonjour à tous. Merci d'être venus donc en ce premier jour du mois de juillet de l'an 2016 pour notre troisième session de l'année dans le cadre de nos webinaires avec notre partenaire donc Commerzbank. Et le webinaire de ce jour va porter sur les stratégies de couverture. Second volet. Effectivement, ceux qui avaient été avec nous la fois précédente ont pu commencer à voir la première partie, le premier volet de ce thème assez intéressant, et d'autant plus par les temps qui courent. Petit rappel avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez retrouver tous nos webinaires Commerzbank, soit sur le site de Commerzbank, soit sur notre chaîne YouTube, vous pourrez donc ainsi les revoir autant que vous voudrez en replay, notamment pour ceux qui auraient raté les sessions précédentes. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui? Très exactement. Nous allons donc voir, à travers l'analyse technique, qui reste notre cœur de métier, donc la discipline qui étudie les graphiques et l'évolution graphique des cours, et qui essaye d'en prédire l'avenir à travers l'exploration du passé. Donc pour continuer sur ce second volet, on avait vu ensemble la fois précédente comment se couvrir sur un portefeuille majoritairement haussier en intervenant sur des options, put, call, mais sur les mêmes sous-jacents que ceux qu'on avait en portefeuille. Hein, je vous rappelle ça rapidement. Par exemple, je prends une action totalement au hasard. Je suis à l'achat sur L'Oréal et j'ai peur d'une phase de consolidation sur L'Oréal. Donc, je vais acheter un put L'Oréal en même temps qui va me permettre de me couvrir sur une éventuelle baisse, voire un retournement de la valeur L'Oréal. Maintenant, il y a une autre façon de se couvrir, sans forcément rester sur le même type de sous-jacent, de classe d'actifs, et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc dans quelles circonstances, de quelle manière, et évidemment à quelles conditions. Qui suis-je? Alors là, je vais encore une fois pas m'attarder sur ce point-là. D'abord parce que la plupart d'entre vous me connaissent. Ensuite parce qu'on va essayer de gagner du temps pour aborder vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je rappelle encore une fois que la présentation que vous êtes en train de suivre vous est envoyée sur demande par mail en format PDF. Ainsi, pour les quelques-uns d'entre vous, s'il y en a qui ne me connaissent pas, ça vous permettra de savoir un petit peu qui je suis. Il faut juste retenir que ça fait maintenant plus de 15 ans que je travaille sur les marchés et dans cette discipline d'analyse technique. Voilà. Donc, on va, dans cette présentation, reprendre un petit peu quelques points qu'on a vus la fois précédente, qui restent toujours d'actualité, et on va évidemment rentrer dans le vif du sujet en s'attardant plus précisément sur la couverture par diversification de classes d'actifs. Donc c'est quoi une stratégie de couverture? Comme son nom l'indique, et comme on le sait en général, même si on ne sait pas forcément la mettre en place, ça consiste à diminuer son exposition au marché grâce à un ou plusieurs produits de bourse, ou alors par une diversification des classes d'actifs ou des sous-jacents du portefeuille en question. Tout ce que je vous dis là, on va le voir de façon beaucoup plus concrète à travers des exemples. Le risque du portefeuille global va donc être réduit, puisque les pertes subies éventuellement sur les actions vont être couvertes par les gains qui seront réalisés sur les positions de couverture. Alors pourquoi construire une stratégie de couverture? Si vous détenez par exemple un portefeuille à l'achat d'actions auxquelles vous croyez, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois on peut avoir un portefeuille long terme avec un certain nombre d'actions à l'intérieur de ce portefeuille et se dire que voilà, que sur le long terme, on reste assez confiant sur les valeurs qu'on a choisies. Sauf que c'est pas parce qu'on est confiant sur le long terme qu'il ne va pas forcément y avoir des phases de doute ou des phases de correction. Il y a, de façon empirique, il n'y a aucune action qui monte en permanence. Hein, il y a toujours des phases de correction qui peuvent être plus ou moins importantes. Par ailleurs, en cas de prolongation de la baisse, ça aussi c'est important, si par exemple on commence à se couvrir en pensant qu'on est dans une phase de consolidation, mais que finalement cette phase de consolidation s'avère être un retournement. Là, ça nous donne une deuxième raison encore plus sérieuse d'ailleurs d'avoir choisi une stratégie de couverture, puisque cette couverture finira par prendre le relais sur la position qu'on avait et pourra même éventuellement se retrouver être une position inversée. Hein. Si finalement je m'étais couvert sur L'Oréal en pensant que ça allait juste corriger et que la correction se prolonge et finit par être un retournement baissier, et ben dans ce cas-là, je vais vendre mes actions L'Oréal et je vais garder ma position de couverture qui, elle, va prendre de la valeur.
Alors, comment on construit une stratégie de couverture maintenant? Quels sont les outils qui sont à notre disposition pour mettre en place justement des lignes de couverture à travers notre portefeuille? Alors, on peut mettre en place une stratégie de couverture grâce aux options, comme on va le voir, à l'aide de call pour jouer la hausse et de put pour jouer la baisse. Lors de la session précédente, on avait vu comment prendre des options sur le même sous-jacent que la ligne sur laquelle on voulait se couvrir. Hein. Je vous le rappelle, par exemple, à l'achat sur L'Oréal, on prend un put L'Oréal. On rappelle qu'un call et un put, c'est le droit et non l'obligation d'acheter ou de vendre, hein, tout est symétrique, à un prix et à une date fixée un certain montant d'un actif. C'est un peu ça la définition de l'option en général. Il sera alors plus fréquent, c'est vrai, de jouer la couverture baissière d'un portefeuille à l'achat via des options put, du type Turbo, Varan ou autre type de produit. Hein, la gamme de Commerce Bank est très large à ce sujet, à moins d'être exposé à la baisse sur son portefeuille. Hein. Ça arrive plus rarement, mais on a parfois un portefeuille baissier avec des actions, par exemple, qu'on a vendues à découvert, auquel cas, pour se couvrir, il faudra prendre des options call, évidemment. Alors, comment construire une stratégie de couverture? Quels sont les moyens qui sont à notre disposition dans le cadre de ce second volet? Alors, on peut mettre effectivement en place une stratégie de couverture grâce à la diversification des actifs qu'on va mettre dans notre portefeuille. Qu'est-ce qu'on appelle une classe d'actifs, hein, pour ceux qui ne le savent pas, éventuellement? Il existe effectivement en bourse 4 grandes principales classes d'actifs, qui sont les suivantes. Celles qui sont les plus populaires et les plus connues en général sont les indices et les actions. Donc on sait tous ce que c'est qu'un indice ou une action. Il y a le marché obligataire, donc ça aussi, globalement, on a plus ou moins notion de ce qu'est une obligation. Le marché d'échange, qu'on appelle également le Forex, donc il s'agit ici des comparaisons des devises. Par exemple, la paire de devises la plus connue aujourd'hui, c'est l'euro-dollar, donc la comparaison de l'euro et du dollar, appelé aussi l'eurodoll chez les plus initiés. Et enfin, les matières premières. Alors évidemment, les matières premières les plus connues en bourse restent le pétrole, l'or, et de façon plus générale, les métaux et les énergies. Bon. Sur chacun de ces marchés, effectivement, il va être possible de traiter des produits simples, type actions, obligations, etc., mais également des produits dérivés, à savoir des options, des turbos, des varants, des leverages, des shorts, etc., qui vont permettre de se couvrir efficacement contre une baisse de la valeur du sous-jacent. On rappelle qu'un produit dérivé, c'est un produit dont le prix va dépendre d'un ou plusieurs, quand c'est le cas d'un indice par exemple, sous-jacent auquel il est rattaché. D'accord? C'est-à-dire qu'un produit dérivé va toujours évoluer en fonction de l'évolution du sous-jacent auquel il est rattaché. Un exemple, si vous possédez des actions lors d'une correction des marchés, vous pouvez prendre un put sur le même sous-jacent ou bien prendre des options call sur des valeurs refuges. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Les valeurs refuges étant principalement des matières premières, mais également, de temps en temps, certaines paires de devises peuvent jouer le rôle de valeur de refuge. On parle parfois du dollar, par exemple, comme valeur refuge. Bon. Ainsi, le fait de détenir un sous-jacent et de se couvrir en prenant une position acheteuse sur une matière première, c'est un exemple concret d'une couverture par différenciation de classes d'actifs. Prenons maintenant un exemple encore plus concret. Alors, ici, on va rentrer dans le détail sur cette page-là. Gardez bien en tête cette page-là, puisque je vous ai mis tout à l'heure un tableau récapitulatif sur un certain nombre de sous-jacents qu'on a sélectionnés pour vous, sur lesquels on a même préparé quelques graphiques pour voir exactement ce qu'il en était. Donc ici, on va dire que c'est une page qui détaille chaque ligne du tableau qu'on va voir ensemble un peu plus tard à la fin de cette présentation. Prenons le titre Bouygues, d'accord? Et imaginons qu'on possède 100 actions, 100 titres Bouygues qu'on avait acquis au prix de 30 € chacune. Donc ça nous a coûté 100 x 30, 3000 €. On souhaite se couvrir contre une baisse éventuelle de ces actions début 2016. Voilà. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé début 2016. Donc, pour nous couvrir, au lieu de vendre nos actions, puisqu'on se dit on ne sait jamais, après tout, le titre a bien monté jusqu'ici, on va acheter 100 options call sur une valeur refuge. On a pris ici comme exemple l'or, bon, l'or étant la valeur refuge par excellence, avec un strike à 950 $ à l'époque. Hein. Là, il faut bien vous mettre dans le contexte, on est début 2016, donc l'or aujourd'hui est à 1315 $ à peu près l'once, mais on était à l'époque sous pas loin des 1000 $ de l'once, 1100 exactement. Donc on s'est positionné sur un turbo call illimité best
de chez Commerzbank, dont on a pris la référence ici, H397Z. Ce turbo call va nous permettre de bénéficier de la hausse de l'or, sans pour autant être obligé d'acheter une once d'or, hein, qui coûte quand même 1000 $, et une maturité de plus illimitée, c'est-à-dire qu'on ne sera pas obligé de revendre notre option, sauf si évidemment on se rapprochait de la barrière en question. Voilà. Donc l'achat de ces options nous coûte 112 € exactement, puisqu'on en a acheté 100, et que à l'époque, le turbo put en question, pardon, le turbo call en question, cotait 1,12 € à l'achat l'unité. Au bout de 6 mois, qu'est-ce qui peut nous arriver? Imaginons qu'au bout de 6 mois, l'action finalement cote 40 €. On pourra donc revendre nos actions et notre profit sera de 100 fois 40 moins 30, puisqu'on avait acquis les actions à 30 €. Donc on gagne 10 € par action, donc on gagne 1000 € sur les 100 actions. Là, j'ai pris le cas de l'hypothèse basse. Hein. Pourquoi? Parce que qui peut le plus peut le moins, donc j'ai décidé de prendre les hypothèses les moins avantageuses pour que tout le monde puisse se retrouver dans cette présentation. Mais donc on a pris le cas où on n'exerce pas notre couverture et on perd les 112 € qu'on avait investis pour la couverture. Imaginons par exemple que l'or se soit effondré, qu'on a été désactivé, etc. Donc notre gain net ne sera pas de 1000 €, mais 1000 moins les 112 € que nous aura coûté la couverture, à savoir 888 €. Bon. Là, je dis bien que c'est au cas où, en plus, l'or aurait baissé. Imaginez si l'or, en plus, avait monté, là, on avait une double stratégie gagnante, puisque non seulement c'était couvert, mais en plus, on avait raison des deux côtés. Bon, ça arrive, c'est aussi un petit peu de la chance, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. En revanche, si l'action ne cote pas 40, mais imaginons qu'elle cote 26 € au terme des 6 mois, c'est-à-dire que l'action a perdu 4 € entre le moment où on l'a achetée et le moment où on décide éventuellement de la revendre. Donc, nos pertes seront de 4 € par action x 100, ça fait 400 € sur les actions. En revanche, elles seront en partie couvertes par les gains qu'on aura fait sur les options, puisque l'or, au bout de 6 mois, a bien monté, hein, début 2016, et le turbo qu'on avait acquis à 1,12 € se trouve coté aujourd'hui à peu près, hein, on a regardé ça avec mon équipe hier, à 3,21 €. Donc 100 fois 3,21 €, ça fait bien 321 € de gain, moins les 112 qu'on avait sur lesquels on a investi, donc 209 € de gain. Du coup, au lieu de perdre 400 €, hein, on s'est couvert à hauteur de 209 € grâce à cette ligne d'option, ce qui fait que notre perte n'est pas de 400, mais de 191 € grâce à la couverture. Là, on aurait pu en perdre 400 sans couverture. Donc là, dans ce premier exemple, on voit bien un exemple concret de comment, effectivement, se couvrir à l'intérieur d'un portefeuille sur action en diversifiant ses classes d'actifs. On va revenir un petit peu sur les différences entre les options call put, etc., pour que vous ayez une vision assez claire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, notamment, on va voir que dans les actifs, les sous-jacents sélectionnés en guise de couverture, il y a effectivement les moyens d'intervenir sur des matières premières, donc plutôt sur des calls. En revanche, il y a aussi des devises. Or, une devise, on sait bien que call put, c'est uniquement une façon de dire, bah, je vais jouer, par exemple, si je prends un call euro-dollar, ça ne veut pas dire que, quelque part, que je joue une hausse, puisque je suis sur le marché d'échange. Je vais jouer une hausse de l'euro par rapport au dollar. Donc, si je prends un call euro-dollar, c'est-à-dire que je vais privilégier l'euro sur le dollar. En revanche, si je prends un put euro-dollar, ça ne veut pas non plus vraiment dire que je joue la baisse, ça veut dire que je joue la baisse de l'euro-dollar, autrement dit que je vais privilégier cette fois le dollar face à l'euro. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle je voulais faire un petit rappel sur cette notion de call et de put, puisque effectivement en matière de couverture, il va être important de savoir sur quel type de produit se positionner. Ne pas oublier également effectivement que les options sont des produits boursiers assez réactifs, qu'il faut donc les manipuler avec précaution. Donc soit pour les investisseurs avertis, soit éventuellement en passant par l'intermédiaire de quelqu'un dont c'est la spécificité, comme chez nous par exemple, chez DT Expert évidemment. Alors, des stratégies de couverture également via tracker ETF. Bon, un tracker ou ETF, donc ETF Exchange Traded Funds, c'est un fonds indiciel coté qui va reproduire un indice boursier la plupart du temps. Les trackers les plus connus aujourd'hui sont les trackers sur le CAC, qui sont le LVC pour jouer la hausse ou le BX4 pour jouer la baisse. Donc ces trackers regroupent un minimum de 5 sous-jacents. Logique, le tracker CAC regroupe 40 sous-jacents, puisqu'il s'agit d'un tracker sur le CAC.
Il peut répliquer la performance d'un indice avec la même amplitude, ou bien, lorsqu'il y a un effet de levier, répliquer plus fortement la performance. Voilà. Vous pouvez prendre un tracker x2, x4, x10 et répliquer 2, 4, 10 fois l'évolution du sous-jacent sur lequel vous avez choisi le tracker. Certains trackers reproduisent la performance inverse de leur indice. Par exemple, un tracker short sur le CAC va baisser lorsque le CAC va monter et inversement va baisser lorsque le CAC va monter lorsque le CAC va baisser. Donc les trackers, ça peut être un bon moyen de protéger également votre portefeuille, d'autant plus qu'on en trouve pas mal sur des sous-jacents type matières premières. Donc quelle est la conclusion dans un premier temps de ce qu'on a vu sur les stratégies de couverture? Donc il existe plusieurs façons de couvrir son portefeuille en diversifiant donc les classes d'actifs qu'on va y mettre. Le choix de la stratégie de couverture va revenir à l'investisseur lui-même. Et il est évident que chaque investisseur va avoir son propre profil et que chacun va décider selon ses convictions, selon sa stratégie, selon sa façon de voir le marché aussi peut-être, de se couvrir ou non lorsqu'il va penser que c'est nécessaire. Et s'il décide de se couvrir, il va décider de se couvrir de telle ou telle manière et à telle ou telle hauteur. Voilà. Donc là, moi, je ne suis pas en train de vous donner d'ordre ou d'indication très précise sur cette façon de se couvrir, pour la bonne et simple raison, en effet, qu'elle va essentiellement dépendre de votre profil personnel et également de la topologie de votre portefeuille. Dans certains contextes de marché, notamment dans un contexte actuel, on voit bien déjà depuis 2009 environ, même si les marchés ont repris une tendance baissière jusqu'au début de cette année, une tendance haussière, c'est pas une tendance haussière marquée. On a bien vu que les vagues de correction intermédiaire étaient très violentes. On les a vues les étés notamment. Donc il paraît toujours judicieux de se couvrir. D'autant plus que là, depuis début 2016, on n'est plus dans une tendance haussière, même si certains espèrent encore un retour possible de cette tendance. Donc on voit bien qu'on est dans un contexte typiquement probant à la mise en place de stratégies de couverture. Je vous aurais peut-être pas dit la même chose si on était entre 2003 et 2007 par exemple, où là le marché a monté de façon assez nette, sans marquer de véritable hésitation. Enfin, nous vous invitons à vous tenir informés et à vous renseigner sur la diversité des produits qui sont proposés par Commerzbank, qui vous offre une très large gamme, qui permettra à chacun d'entre vous d'y trouver son compte, que ce soit en matière de variants, de turbos, à l'intérieur même des turbos, vous avez des turbos classiques, des turbos illimités, des turbos best, vous avez des leverage, des shorts, vous avez des stability, enfin bon. Je vous invite donc à vous rendre sur le site de notre partenaire et de télécharger les brochures qui sont extrêmement bien faites à ce sujet. Maintenant, je vous parlais d'un tableau, voilà, donc on a sélectionné une dizaine de valeurs pour vous. On les a choisies de la façon suivante. En fait, on a regardé les 10 valeurs qui, sur le premier semestre 2016, donc qui vient de ce premier semestre qui vient juste de se terminer hier soir. Donc on a regardé quelles étaient parmi les valeurs françaises du SBF, les valeurs qui avaient le plus chuté durant ce premier semestre. Comme ça, on se dit c'est assez pertinent d'envisager des stratégies de couverture sur des valeurs qui ont chuté. Et peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, détiennent certaines de ces valeurs en portefeuille et se disent effectivement que leur ligne a souffert depuis le début de l'année. Comment lire ce tableau en fonction des valeurs? Bon, vous voyez que les colonnes représentent chaque fois une valeur. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur les lignes? Le tableau est en deux parties, comme vous pouvez le voir ici. Dans cette première partie, voici ce qu'on a répertorié. On a répertorié d'abord la variation qu'on appelle year to date depuis le début de l'année sur chacune des actions. On les a classées par ordre décroissant d'intensité de chute. Donc on va de Peugeot jusqu'à Carrefour, en passant par exemple par AXA, Lagardère ou Alstom. Bon. On a mis de façon totalement arbitraire un prix auquel on aurait acheté chaque action. Voilà, on a pris un prix à peu près cohérent pour des gens qui n'auraient pas investi sur les actions depuis très longtemps, comme vous pourrez le voir, en fonction des prix d'achat sélectionnés. On est parti à chaque fois du principe suivant. Alors, je voulais aussi juste ouvrir une petite parenthèse ici. On a décidé de faire des exemples concrets. Ça veut dire qu'on va prendre à chaque fois l'achat de 100 actions, etc. Donc ici, on va raisonner en résultat brut. On ne va pas raisonner en pourcentage, ce qui serait beaucoup plus logique dans un terme de trading.
Mais là, on n'est pas en train d'envisager des optimisations de trading, on est juste en train d'envisager concrètement ce que peut donner une stratégie de couverture. C'est la raison pour laquelle il y aura parfois des petites dissonances, à la fois dans les couvertures et à la fois dans, par exemple, on voit bien ici que autant j'ai acheté 1500 € de Peugeot, autant j'ai acheté 7500 € de Renault. Pourquoi? Parce que 100 actions Renault, ça coûte plus cher que 100 actions Peugeot. Hein. Donc, on raisonne pas en pourcentage, on raisonne de façon brute avec des chiffres. Donc, la quatrième ligne détermine le sous-jacent sur lequel on a décidé de jouer sa couverture. Là encore, c'est de façon totalement arbitraire. Hein. Et pour cause, de toute façon, il n'y a pas de lien de cause à effet entre le sous-jacent et le choix de la stratégie de couverture, puisque c'est des classes d'actifs totalement différentes. Les 4, 5, je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 4 ou 5. Les 5 actifs qu'on a choisis pour jouer les couvertures sont les suivants. On a pris 4 matières premières, donc 3 métaux précieux, l'or, l'argent et le platine, le pétrole, qui a très bien rebondi depuis le début de l'année. Hein, peut-être que certains auraient songé à se couvrir sur le pétrole en se disant qu'un rebond devait avoir lieu à un moment ou à un autre. Et enfin, une devise qui a récemment, évidemment, beaucoup fait parler d'elle avec cette histoire de Brexit, puisqu'il s'agit de l'euro GBP, c'est-à-dire l'euro face à la livre sterling anglaise. Donc sur ces 5 actifs qui ont chacun pas mal rebondi en début d'année, nous avons sélectionné un turbo. La plupart du temps, vous allez voir, ce sont des turbos illimités ou des qu'on appelle open-end ou des best, qui sont également des turbos illimités. Pourquoi? Puisque effectivement, ce sont des turbos qu'on doit avoir en portefeuille depuis le début de l'année. Donc, sur une durée de vie de 6 mois, il est évident que les turbos classiques, avec des dates de maturité, ont moins de chances de perdurer. Je vous ai mis, pour ceux qui voudraient vérifier, hein, que tout ça reste des exemples véridiques, je vous ai mis le code du turbo en question. Le prix du turbo début janvier, pour savoir combien cotait le turbo au moment où on décidait d'acheter cette ligne de couverture. Je vous ai indiqué les barrières également des turbos en question et le prix que nous coûte du coup l'achat de 100 turbos, puisqu'on décide d'acheter 100 turbos face à 100 actions. Alors attention, il est évident que quand une action coûte, qu'on achète une action 15 € et que le turbo coûte 55 centimes, avec 100 €, pour acheter 100 titres, ça va nous coûter plus cher en action qu'en turbo. Et on a mis enfin le coût de la couverture qui correspond exactement à l'achat de 100 turbos à chaque fois. Voilà. Donc là encore, vous voyez des différences. Par exemple, l'achat de 100 turbo Brent coûtait 151 € alors que l'achat de 100 turbos sur l'euro GBP coûtait 55 €. Très bien. Donc ici, on a choisi une dizaine de sous-jacents, et sur chaque sous-jacent, on a choisi une stratégie de couverture en fonction des sous-jacents sélectionnés. Sur cette deuxième page, qu'est-ce qu'on va voir? On va envisager 2 hypothèses, hein, comme on l'a fait tout à l'heure dans la page sur Bouygues. On va envisager l'hypothèse où l'action a monté, finalement, et auquel cas, effectivement, ce n'était pas nécessaire de se couvrir. Et on va envisager le cas où l'action a chuté, et pour voir quel est l'amortissement que nous a permis d'avoir cette stratégie de couverture. Là encore, hypothèse basse, qui peut le plus, peut le moins. Dans le cas où l'action a monté, on a estimé qu'on n'exerçait pas en gain notre stratégie de couverture, auquel cas, ça serait plus de la couverture, ça serait juste on va dire un doublement de portefeuille. Donc, on a envisagé qu'on devait revendre la couverture à perte. Bon. Ici, on est parti sur un gain par action, comme vous pouvez le voir, de 5 € de base. C'est-à-dire qu'on a estimé que si on avait acheté par exemple Peugeot à 15 €, bah, Peugeot cote 20, Numéricable on l'avait acheté à 27, donc il cote 32, etc. Voilà. Donc ce qui fait un gain total hors couverture de 500 €. On a déduit pour avoir le gain net le coût de la couverture et on obtient ici les résultats nets qu'on aurait pu faire effectivement si l'action avait augmenté de 5 €. Maintenant, prenons le cas où l'action a chuté. Hein, et on le voit en moyenne que l'action chute entre 4 et 6 € en gros par action. On a répercuté la perte totale hors couverture, donc 100 fois le coût de l'action, le coût de la perte par action. Donc on voit ici qu'on a des pertes qui vont entre 407 € jusqu'à 656 pour Renault, la plus importante. Et on a mis en dessous la revente des turbos, avec le gain qu'on aura fait sur le turbo, ce qui nous a permis, en dernière ligne, d'avoir ce qu'on appelle la perte nette,
avec couverture. Donc vous voyez assez rapidement sur ces slides le gain qu'on a pu faire entre la perte brute, donc perte totale hors couverture, et la perte nette sur chacune des lignes en question. On voit donc ici de façon, j'allais dire, assez succincte et primaire, mais tout de même de façon assez concrète, comment une stratégie de couverture peut effectivement nous permettre d'atténuer une perte lorsqu'on a un portefeuille haussier et qu'on est dans une phase de contre-tendance. Bon. Alors, maintenant, on va regarder ensemble, pour terminer cette présentation, et peut-être pour vous laisser le temps de poser quelques questions, si jamais on arrive à avancer assez rapidement sur les graphiques. On va regarder les graphiques à la fois des 10 actions qu'on a sélectionnées, pour essayer de voir un petit peu ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on envisage aujourd'hui, par exemple, quel était techniquement, concrètement, d'essayer de voir si on pouvait interpréter cette baisse des marchés. Et on a également sélectionné pour vous les 5 graphiques des sous-jacents de couverture, donc les 4 matières premières et la devise euro-GBP. Donc la première action qu'on avait sélectionnée pour vous, c'est le titre Peugeot. Qu'est-ce qu'on voit ici sur Peugeot ensemble graphiquement, hein? On voit que depuis novembre 2012 ici, hein, pour rester sur l'évolution récente, puisqu'avant on voit bien les trois vagues de baisse ici avec un swing move, bon très bien. À l'issue de ces 3 vagues de baisse, l'action reprend un peu de poil de la bête et rentre dans une phase haussière apparemment depuis novembre 2012. On constate en effet qu'il y a une oblique ascendante qui commençait à avoir une tête assez intéressante jusqu'ici. On remarque également un overlap qui avait très bien joué son rôle, un overlap majeur à 11,7 € exactement. Donc ça veut dire quoi l'overlap? Vous le voyez ici, hein, pour ceux qui ne se souviennent plus, une zone de résistance ici qui est devenue ici une zone de support, hein, à 2 reprises. Bon. On avait également noté la résistance clé à 20,30 €. On voit ici que la résistance a joué son rôle puisque les cours ont commencé à faiblir. Et enfin, on voit que le cours a dessiné une forme de soit triangle soit wedge ici avec une oblique de résistance très bien marquée ici. On voit donc que les cours perdent de leur momentum. On voit également que les plus hauts sont de plus en plus faibles, hein, vous le voyez bien ici. Hein. Et on voit que récemment, il s'est passé 2 choses. D'abord, les cours ont enfoncé l'oblique en question, hein, qu'on voit bien ici. Et non contents d'avoir enfoncé cette oblique, ils sont venus assez récemment, pour le coup, enfoncer également l'overlap majeur. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, d'abord, on voit bien que le titre Peugeot, effectivement, n'a pas eu un début 2016 très glorieux. Et on voit également que les indications techniques qu'on nous donne sont des indications un petit peu négatives. Ce qui voudrait dire, si on a raison, qu'une stratégie de couverture peut toujours être pertinente et que si certains ont du Peugeot en portefeuille, ils pourraient peut-être commencer à envisager ce type de mise en place, puisque la configuration technique n'est pas au beau fixe pour la valeur du secteur automobile. Ici, nous avons un titre dans un autre secteur, puisqu'il s'agit des télécoms, des opérateurs, exactement, puisqu'il s'agit du titre numéricable SFR. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur ce titre très rapidement? On remarque une espèce de boîte baissière. Alors je dis boîte parce que ça ne ressemble pas vraiment ni à un canal, ni à un triangle. Bon, en tout cas, on a pu enfermer ça techniquement au sein d'une boîte depuis mars 2015. Donc depuis maintenant 1 an et quelques, les cours du titre numéricable SFR ne font que consolider de façon assez lancinante. Bon. Ils sont en train de tester un overlap, l'overlap de juin 2014, autour des 22,5 €. Là encore, si jamais cet overlap devait céder, ce qui pourrait vraisemblablement être le cas, à l'image de ce qu'on avait tout faire sur Peugeot, il serait peut-être prudent d'envisager de maintenir une position de couverture, d'initier une position de couverture pour ceux qui auraient ce titre en portefeuille et qui voudraient le garder. D'accord? Donc on voit bien là encore que sur ce titre-là, qui avait déjà marqué une faiblesse depuis 1 an et demi, on voit que la faiblesse pourrait se poursuivre. Alors ensuite, on a le titre AXA. Alors AXA, on a pris AXA sur du beaucoup plus long terme pour que vous puissiez voir un petit peu l'évolution technique des cours de cette valeur. Qu'est-ce qu'on voit sur le titre AXA? On voit effectivement qu'AXA a quand même bien tenu, qu'on remarque le canal haussier là qui avait dû démarrer en 2011, au sein duquel les cours évoluaient. Mais on voit ici dans ce petit cercle rouge qu'il y a un signal qui nous semble assez inquiétant, puisque les cours sont venus casser violemment, hein, pour le coup, très violemment, la borne inférieure du canal en question. Ce qui veut dire
qu'ici, il nous offre un potentiel correctif très important, qui est loin, si on a raison sur cette vision de long terme, qui est loin pour l'instant d'être épuisé. Ce qui voudrait dire que le titre AXA pourrait être amené dans les semaines, les mois à venir, à perdre encore de sa valeur. Ce qui veut dire, encore une fois, que si certains d'entre vous envisagent de garder leur ligne sur AXA, il pourrait être intéressant de se positionner sur des positions de couverture sur ce même titre. Alors, quand je dis couverture, ça peut aussi bien être une couverture telle que celle qu'on voit aujourd'hui ensemble, c'est-à-dire une couverture par classe d'actifs, tout comme ça peut aussi bien être une couverture sur le même sous-jacent en prenant une option put sur le titre AXA, tout en gardant AXA à l'achat dans son portefeuille. Alors, après AXA, nous allons revenir dans le secteur des télécoms, enfin télécoms un peu plus large, puisqu'il Bouygues ne fait pas que du télécom, hein, il fait aussi du bâtiment, évidemment. Donc le titre Bouygues, comme je vous le disais dans l'exemple tout à l'heure, le titre Bouygues, lui, a bien souffert de ce début 2016. On voit très nettement ici que les cours sont dans une consolidation assez forte, avec notamment ici un gap qui a eu lieu le 5 avril, exactement sur une nouvelle fondamentale assez importante. Et on voit que le titre Bouygues a du mal à reprendre du poil de la bête, et encore une fois, un titre sur lequel le potentiel de baisse nous semble encore intéressant, et donc sur lequel il serait toujours intéressant d'envisager une couverture. On voit effectivement sur Bouygues plusieurs choses. On voit ici par exemple la cassure de l'oblique, de façon très nette ici avec un gap très fort début avril. Et on voit par la suite l'incapacité des cours à reprendre véritablement du poil de la bête, puisqu'ils restent totalement fermés à l'intérieur d'une phase de consolidation. Après Bouygues, nous avons choisi le titre Lagardère, qui on le voit aussi très rapidement, souffre ces derniers mois. Et le titre Lagardère présente également des signaux techniques intéressants. Notamment la cassure de cette forte oblique ascendante, assez récente. On voit bien que cette cassure a engendré un vrai signal de baisse. Donc, reste à savoir si les cours peuvent être amenés à descendre en ligne droite ou s'il va y avoir un petit rebond technique intermédiaire. Toujours est-il que l'overlap plus le FIBO de 61,8 situé aujourd'hui autour des 14,6, 15 euros nous semble être un bon objectif correctif sur le titre Lagardère. Après Lagardère, nous arrivons à l'autre grande valeur du secteur automobile français, à savoir Renault. Alors Renault, à l'instar de Peugeot, nous montre deux signaux quasi identiques. La rupture d'une forte droite de tendance haussière, qu'on voit bien ici, qui avait démarré en mars 2009, sur laquelle les cours s'étaient appuyés à plusieurs reprises, une fois, deux fois, 3, 4, 5 fois, et que les cours sont en train d'enfoncer. On peut encore se dire, envisager éventuellement un spike, mais il y a très peu de chances que ça finisse en spike, cette histoire. On a également sur le titre Renault, bon, je vous ai entouré ici une phase de consolidation un peu plane. On voit ici, à l'instar de Peugeot, que les plus hauts, les sommets sont de moins en moins forts. Donc le titre est en plein essoufflement. Et un essoufflement en matière boursière, surtout après une hausse de cette manière-là, c'est très souvent un signal assez négatif et dangereux. Après le titre Renault, nous avions le titre Alstom, donc Alstom, ancienne valeur du CAC, reléguée pour l'instant au SBF. Et qu'est-ce qu'on voit sur Alstom? Bon, sur Alstom, on n'a pas une grande information, on n'a pas une information très claire. On a quand même envie de voir plutôt un potentiel baissier, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. On a des niveaux de support assez intéressants ici. On peut rester prudent sur ce titre, en tout cas s'il s'agit d'investissement boursier, évidemment. Après Alstom, nous avons encore quelques valeurs à voir ensemble. La prochaine, il s'agit de Faurecia, donc on reste plus ou moins dans le secteur automobile, puisque là c'est un équipementier. Qu'est-ce qu'on voit sur le titre Faurecia, en dehors de ce qui se passait avant 2009, donc une phase de consolidation quasi plane très longue sur Faurecia, puis un effondrement, vraiment, littéralement, et à l'issue de cet effondrement, de nouvelles velléités de rebond. Alors, valeur particulière, oui, surtout au sens où on constate dans la hausse depuis juin 2009 qu'il n'y a pas, même si on est dans une tendance haussière, il n'y a pas de véritable trend.
On voit notamment ici, hein, vous voyez, je vais noter entre juillet 2011 et novembre 2012, ce triangle correctif très violent. Mais on remarque malgré tout que les phases de hausse sont assez propres, assez nettes. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est est-ce que on va sortir à la baisse de ce nouveau triangle, totalement d'actualité, auquel cas là, ça serait courir tous aux abris, puisque si on sort à la baisse de ce triangle, premier rendez-vous autour ici des 20-21 euros, puis deuxième rendez-vous ici autour des 10-11 euros, ici plus bas. En revanche, si jamais on ressort gagnant et à la hausse de ce triangle, bah là, on a de fortes chances d'aller au moins tester cette oblique de résistance de long terme assez intéressante, avant d'envisager éventuellement une reprise haussière de plus long terme. Toujours est-il que cassure baissière sur Forestia peut engendrer une stratégie de couverture intéressante à mettre en place. Autre titre sélectionné pour vous au regard de sa baisse depuis le début de l'année, c'est le titre Lafarge Holcim, hein, donc anciennement Lafarge, mais suite à la fusion avec le Suisse Holcim, le titre est devenu Lafarge Holcim, d'où le manque d'historique du graphique. Là, le graphique ne nous dit pas grand-chose, sinon qu'après un rebond entre février et avril 2016, qui correspond un petit peu au rebond global des marchés, on a à nouveau une tendance baissière, même si elle n'est pas extrêmement marquée. Voilà. Quid de cette baisse? Est-ce un flag duquel on va sortir à la hausse? Il est beaucoup trop tôt pour le savoir, d'autant plus qu'on n'a pas beaucoup d'historique ici. Donc là encore, pourquoi ne pas envisager une stratégie de couverture si jamais on a des titres Lafarge aussi mon portefeuille. Dernière valeur sélectionnée en termes d'action pour vous aujourd'hui, il s'agit ici du titre Carrefour, donc un titre qu'on ne présente plus, hein, valeur du CAC, gros groupe de distribution français. Qu'est-ce qu'on voit sur Carrefour très vite? On voit plusieurs choses. On voit d'abord un graphique très net de long terme. À l'intérieur même de ce graphique, on voit un canal de long terme. À l'intérieur même de ce canal, on voit des overlaps en bleu foncé, donc des bornes de polarité, hein, des résistances qui deviennent support et inversement. On voit également que depuis le rebond de juin 2012, le titre s'était appuyé légèrement sur une oblique ascendante, oblique qui est venue céder à la baisse assez récemment, ce qui pourrait effectivement engendrer sur Carrefour un potentiel de baisse plus intéressant que ce qu'on pouvait imaginer. Maintenant, nous allons regarder les graphiques des 5 sous-jacents sélectionnés en guise de couverture pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils pouvaient éventuellement présager de ce potentiel de couverture qu'ils avaient. Alors, on commence par l'euro GBP. Alors, certes, l'euro GBP, on va voir la chose en deux temps. D'abord, on voit que la paire évolue de façon très nette depuis décembre 2008 au sein d'un canal descendant avec deux bornes très très nettement définies. Bon. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit que plus récemment, et suite notamment à une fin d'année assez difficile, on a eu à l'approche ici, hein, très exactement, de la bande supérieure du canal en question, on a eu une phase corrective triangulaire qui a pris place. Là, ça devenait très intéressant. Pourquoi? Parce que cette phase de correction triangulaire est venue trouver un appui sur un overlap très fort ici, sur les 0,75 qu'on a noté en rouge, suite à quoi elle a engendré un rebond qui est même venu s'affranchir de la bande supérieure du triangle, et l'effet Brexit, hein, ce qu'on appelle l'effet Brexit, c'est-à-dire la forte dévaluation de la livre sterling face à la grande majeure partie des autres monnaies mondiales, montre ici une accélération très nette de l'euro GBP qui lui a permis de sortir du canal, de sortir à la hausse d'un canal au sein duquel il était enfermé depuis 2008, donc depuis quand même un certain temps. Voilà. Après l'euro GBP, nous avons parlé du pétrole. Alors le pétrole, on ne parlait que de ça avant le Brexit. Maintenant, on n'en parle pratiquement plus, en tout cas très peu, mais toujours est-il que depuis le début de l'année, et on le voit ici très nettement, le pétrole a rebondi nettement au sein d'un canal ascendant, même si ce canal n'est pas encore très très précis, il n'en demeure pas moins que c'est un canal tout à fait valable qui nous permet d'anticiper une éventuelle poursuite de la hausse à l'intérieur de ce canal ou, au contraire, de se dire que la sortie baissière, vraisemblablement, d'un canal tel que celui-là pourrait conduire à un nouveau
une vague de baisse importante sur le pétrole. Bon, là encore, de toute façon, on le voit bien, sur ce premier semestre 2016, le pétrole était un très bon choix de couverture. Nous en avons parlé également tout à l'heure pour continuer dans cette gamme de ce qu'on appelle le triangle talon. L'once d'or, alors, petite pause ici, l'or, il faut le savoir, certains d'entre vous le savent déjà, notamment ceux qui suivent régulièrement mes webinaires, l'or est la valeur refuge par excellence. Ça veut dire que sur les grandes tendances de marché, les grandes inflexions de marché, l'or évolue exactement à contre-temps, à contre-courant des indices et des actions. Hein. Et c'est pour ça qu'on voit depuis septembre 2011, alors que les indices actions étaient rentrés dans un canal ascendant, et jusque fin 2015, on voit que l'or est en pleine phase de consolidation. Vous voyez quand même de quelle manière c'est totalement symétrique à ce qui se passe sur les indices actions. Or, depuis début 2016, depuis le 1er janvier 2016, alors que les actions et les indices se retournent violemment à la baisse, les valeurs refuges, elles, se maintiennent bien. De là à savoir s'il faut ou il fallait ou il faudrait emmagasiner de l'or afin de se couvrir globalement, il n'y a qu'un pas que je ne saurais franchir, mais on voit en tout cas ici une chose très claire, l'or a depuis début 2016 retrouvé une véritable énergie acheteuse, hein, et on voit également ici dans ce cercle rouge que l'or s'est affranchi du canal au sein duquel l'on s'évoluait depuis juin 2013 quand même, c'est-à-dire 3 ans aujourd'hui, pour venir accélérer à la hausse, comme ça a été le cas là récemment. Donc, tout porte à croire ici que l'or reste une bonne valeur refuge, en tout cas dans les mois à venir. En restant dans la même famille que l'or, on va voir les deux derniers métaux précieux que j'ai sélectionnés pour vous. Donc d'abord le platine. Alors pourquoi le platine? De la même façon, on voit bien ici que le platine a tout d'abord marqué ce qu'on appelle un double bottom, c'est-à-dire a marqué un point bas autour, je dis bien autour des 800 $ de l'once de platine, mais un point bas tout de même sur ce sous-jacent un peu plus exotique. Qu'est-ce qu'on voit également? On voit que le rebond depuis le début de l'année est assez net. Il a marqué une première vague importante, puis à l'issue d'une petite correction de cette première vague, à nouveau des vérités aujourd'hui même haussières sur ce sous-jacent. Donc, encore une fois, un sous-jacent sur lequel il peut ne pas être totalement idiot de se positionner via un turbo, par exemple, qu'on trouvera très facilement chez Commerzbank sur ce type de sous-jacent. Dernier actif, avant de vous laisser éventuellement quelques minutes pour quelques questions. Dernier actif sélectionné en termes de couverture aujourd'hui, c'est le petit cousin de l'or directement, puisqu'il s'agit de l'once d'argent. Alors qu'est-ce qu'on voit ici sur l'once d'argent? Exactement comme sur l'or d'ailleurs, on voit un point haut en avril 2011 avec une oblique de résistance qui a arrêté les cours à plusieurs reprises, 3 fois entre septembre 2013 et mai 2014, et par la suite, là, assez récemment, autour d'octobre 2015. Bon. L'argent a fini par dépasser une forte oblique de résistance, hein, on le voit bien ici dans le cercle rouge, trouver appui sur une légère oblique ascendante, donc marque ici une configuration et un potentiel de hausse encore intéressant. Donc l'argent, tout comme l'or, peut encore servir de valeur refuge pour des stratégies de portefeuille d'action aussi. Alors comment choisir son produit maintenant, hein, puisque vous le savez, il y a plusieurs produits qui sont mis à votre disposition si vous souhaitez intervenir sur les marchés et vous couvrir sur votre ligne de portefeuille. Donc il est indispensable, selon le scénario que vous jouez aussi, de se poser les questions suivantes avant de choisir son produit. Quel est mon degré de conviction dans le scénario? Ce qui vous permettra effectivement de choisir un produit plus ou moins agressif selon le degré de conviction que vous avez. Quel est votre degré de conviction dans le timing? Attention, ça c'est très important aussi. Si quelqu'un me dit « Oh, écoute, je sais que, j'en sais rien, je vous dis ça au hasard, hein, mais disons quelqu'un qui dit « Oui, je sais que Renault va aller à 100 €. » Ok, très bien. Maintenant, quelle est la conviction de cette personne dans ce scénario? Est-ce qu'elle y croit moyennement? Est-ce qu'elle y croit très fortement, etc. Quel est votre degré de conviction dans le timing? Ça aussi, c'est très très important. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une conviction sur le fait qu'un sous-jacent va monter ou descendre, mais vous n'avez pas du tout matière à savoir quel est le timing de cette hausse ou de cette baisse que vous attendez.
quelle perte maximum êtes-vous prêt à supporter? Là, pour le coup, c'est vraiment en termes de stratégie de couverture intéressant, puisqu'effectivement, le coût, on estime que le coût des couvertures doit être déduit de l'ensemble de votre ligne que vous aviez sur votre portefeuille en action. Ensuite, quelle durée de détention du produit pouvez-vous tolérer au maximum? Ça aussi, alors pourquoi? Parce que certains d'entre vous ont une acuité au marché plus ou moins intéressante, hein, comme on le voit dans le dernier point. Donc si vous pouvez vous permettre d'avoir un produit en portefeuille pendant plusieurs années, vous pouvez effectivement vous couvrir via des produits limités. En revanche, si ce n'est pas le cas, faites attention quand même. Et enfin, l'acuité au marché dans l'autre sens également, à savoir les produits dérivés sont des produits très réactifs qui peuvent prendre ou perdre de la valeur très vite. Donc il faut quand même être prêt à dégainer, comme on dit, à savoir intervenir sur votre compte rapidement si vous n'étiez pas dans le bon sens et que le produit, notamment le produit dérivé en question, venait à aller assez fortement dans le sens inverse de ce que vous aviez anticipé. D'accord? Alors évidemment, là encore, pour répondre à ces questions, vous pouvez soit le faire par vous-même, soit vous abonner à un service comme le nôtre chez DataExpert, ce qui vous évitera de vous poser toutes ces questions puisqu'on va le faire pour vous. En fonction donc des réponses, il vous conviendra de choisir un produit adapté, selon également les disponibilités bien sûr que vous aurez sur le site de Commerzbank. Voilà. Écoutez, je vous remercie, hein, on a été assez bon dans le timing. Je vous remercie donc de vous être inscrit, d'avoir participé à ce second volet sur les stratégies de couverture, troisième volet Commerzbank depuis le début de l'année. Un dernier volet aura lieu à la rentrée, vous serez averti par mail. Je vous ai mis ici les performances empiriques depuis le début de sa création de notre service DLT Turbo, hein, qui affiche de très belles performances et notamment si on compare ça à l'évolution du CAC aux mêmes périodes. Enfin, pour ceux qui seraient intéressés soit par la présentation PDF qu'on vient de faire ensemble, soit par des informations sur nos services, ce qu'on peut vous proposer de façon plus concrète et détaillée, n'hésitez pas, téléphone, mail, info@dtexpert.com, notre site internet, ou encore, vous pouvez nous suivre à la fois sur Twitter, @DayerTrading, ou sur notre page Facebook DT Expert. Voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter à tous, j'allais vous souhaiter un très bon week-end. Oui, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Peut-être que si vous avez, comme on a encore quelques minutes, si certains d'entre vous ont une ou deux questions assez précises, ils peuvent essayer de me la poser dans le chat, je verrai si je peux y répondre. Et pour ceux qui n'ont pas de questions immédiates, mais qui auraient des questions qui viendraient par exemple a posteriori, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, que ce soit des questions pour nous ou pour notre partenaire de Commerzbank. Bon, apparemment pas de questions dans l'immédiat, donc je vous remercie, je vous souhaite cette fois un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures à la rentrée avec notre partenaire Commerzbank.